Sans doute, l'arme de la critique ne peut-elle remplacer la critique des armes. La puissance matérielle ne peut être abattue que par la puissance matérielle, mais la théorie aussi, dès qu'elle s'empare des masses, devient une puissance matérielle. Nous reconnaissons notre vieil ennemi, la marchandise, le travail marchandise, la société marchande, le capitalisme. Mais la critique le découvre comme inséparable de l'État moderne. Une société raciste n'est pas la collection composite de groupes hétérogènes, mais fonctionne suivant un système de relations entre groupes de pouvoir inégales. Non, la race n'existe pas. Si, la race existe. Non, certes, elle n'est pas ce qu'on dit qu'elle est, mais elle est néanmoins la plus tangible, réelle, brutale des réalités. Et donc nous sommes sur Radio Libertaire, la radio sans Dieu, sans maître et sans publicité, dans une nouvelle émission de Sortir du capitalisme, consacrée aujourd'hui au traité de savoir-vivre à l'usage des jeunes générations de Raoul Vaneigem, un ouvrage qui compte parmi les ouvrages qui ont fortement influencé ce qu'on pourrait appeler la composante radicale de mai 68, qui a eu lieu donc 6 mois après la parution de cet ouvrage, dont il nous semblait pour cette raison important de reparler, et aussi parce qu'on pense qu'il y a dans cet ouvrage un certain nombre de choses qui sont encore intéressantes et pertinentes aujourd'hui, à la fois dans la critique du capitalisme et dans les perspectives de son dépassement à un niveau social, révolutionnaire, et aussi à un niveau subjectif. Et donc, pour parler de cet ouvrage, qui est malgré tout long et un peu difficile, on va avoir recours à Pierre-Ulysse Barranc, doctorant à l'Université Paris 1 et co-directeur d'In-Situ, théorie, spectacle et cinéma chez Guy Debord et Raoul Vaneigem, paru aux éditions Gruppen en 2013, et avec qui nous avons déjà fait une émission sur la psychologie de masse du fascisme de Wilhelm Reich. Donc bonjour. Bonjour. Alors donc Pierre-Ulysse, on t'a sollicité pour nous rendre plus limpide cet ouvrage assez long, un peu fouillis, et qui est assez littéraire. Et c'est vrai que quand on est habitué, comme moi, à lire plutôt de la critique de l'économie politique, de la critique du capitalisme un peu méthodique, c'est vrai que c'est un peu déconcertant comme ouvrage. Alors pour les gens qui d'ailleurs n'auraient pas le temps, malgré l'envie que ça va donner cette émission de le lire, on pourra recommander un autre ouvrage de Raoul Vaneigem, qui avait été signé à l'époque sous le pseudonyme de Radgeb. Donc c'est un ouvrage de 1974 qui s'appelle « De la grève sauvage à l'autogestion généralisée », qui donne un condensé en une centaine de pages à peine de la critique du capitalisme et de la société de manière générale de Raoul Vaneigem et ses perspectives de dépassement. Donc on recommande en parallèle de cette émission la lecture de cet ouvrage auquel on fera parfois référence au cours de l'émission. Alors dans cette émission, on va donc dans une première partie parler du contexte de cet ouvrage, de l'écriture, de la parution et surtout ses répercussions historiques, et de sa critique de la société capitaliste. Et dans une deuxième partie, on parlera davantage de la partie sur le renversement de perspective, comme c'est le titre de la deuxième partie de l'ouvrage, et qui est sur un peu ce qu'on pourrait appeler la révolution des subjectivités. Donc voilà, Pierre-Ulysse, est-ce que tu peux nous présenter un peu voilà, le contexte de cet ouvrage, qu'est-ce qu'il y a à en dire de manière générale, avant de rentrer un peu plus précisément dans sa critique de la société capitaliste? Oui, mais tout d'abord, il faut commencer par la date, 1967. C'est vraiment, je pense, par l'attention sur cette date qu'on peut entrer dans le texte de nos jours, puisqu'on a souvent considéré, et à raison, je pense, que les situationnistes, notamment Guy Debord, qui sort en 1967, Société du spectacle,
et Raoul Vaneigem qui lui sort son traité de savoir-vivre à l'usage des jeunes générations cette même année, ont anticipé le mouvement de mai et l'ont anticipé à une époque où personne ne le voyait venir. On se rappelle de l'édito de la France qui s'ennuie en 1967 et qui ne participe pas aux grands événements du monde, alors que la jeunesse allemande s'est déjà révoltée dès 1967, qu'il y a évidemment le mouvement américain des droits civiques et le mouvement étudiant contre la guerre au Vietnam qui est déjà très très important. L'année 67 semble être l'année morne dans voilà, une France gaulliste apaisée après les années terribles de la guerre d'Algérie qui a marqué définitivement la France. Et je crois qu'on ne peut pas penser 68 si on ne met pas en relation avec les années terribles de la guerre d'Algérie. Et au moment où on va dire la France est enfin en paix, elle n'était pas en paix depuis quasiment 45. Puisque la Seconde Guerre mondiale, la guerre d'Indochine et la guerre d'Algérie se sont suivies. On l'oublie toujours, cette continuité militaire de l'impérialisme français. Eh bien, un groupe, les situationnistes, annonce une révolution à venir, et évidemment, sur ce moment-là, personne ne les croit, ou même beaucoup se sont ris de cette hypothèse-là. C'est ce que raconte notamment Raoul Vaneigem en introduction dans sa préface au tout début du livre, où voilà, le livre a failli être rejeté par Gallimard parce que cette constat d'une révolution imminente pensait complètement à côté de la réalité des temps chez une bonne partie des élites françaises. Mais il faut savoir que pour les situationnistes, le mouvement révolutionnaire est déjà dans une période de réactivation, selon eux. Raoul Vaneigem, comme on le sait, est belge, et avec une partie des membres de l'IS, il a vécu un grand événement révolutionnaire dans le contexte voilà, des luttes ouvrières belges, qui est la grève générale de 1960-1961. Et dans cette révolte belge qui s'est surtout centrée sur la Wallonie et qui a eu une influence même fondamentale sur le développement de la Belgique a posteriori, parce que la division entre Wallonie et Flandre apparaît vraiment à ce moment-là, puisque l'insurrection a vraiment été dans la région du Sud et pas celle du Nord. Cette insurrection wallonne de 60-61 va être, pour une partie des situationnistes et pour Vaneigem en particulier, l'expérience fondamentale d'une insurrection ouvrière où, à partir d'une critique du mouvement ouvrier belge sur la situation voilà, des mines, du charbonnage, Vaneigem va voir petit à petit une critique du travail lui-même apparaître chez ces ouvriers belges. Et toute cette culture conseilliste et ouvriériste qu'on a chez les situs, finalement, ils l'ont vécu de manière concrète en Belgique. Mais les Français, souvent méprisant la Belgique, il y a très peu d'intellectuels comme eux qui ont eu cette écoute de cette révolte ouvrière. Et il est même probable que si la France n'était pas dans le contexte de la guerre d'Algérie à ce moment-là, ce mouvement ouvrier belge aurait pu se déplacer, déjà dans le nord de la France et puis peut-être dans d'autres régions. Donc à un moment où on pense que la classe ouvrière est complètement intégrée, eux ils ont vécu une insurrection la plus radicale, seulement la plus radicale de l'après-guerre jusqu'au 68 français. Donc ça c'est un point qu'on oublie souvent. C'est pour ça que le traité de savoir-vivre, alors souvent on est en extase sur le fait qu'il a été publié un an avant 68 et qu'il a tout prévu, mais comme le rappelle Vaneigem au tout début du livre, l'ouvrage a été écrit entre 63 et 65, donc 2 ans après ce mouvement belge. C'est-à-dire non seulement ils avaient tout prévu un an avant, mais ils avaient tout prévu bien plus qu'un an avant, puisque 4-5 ans avant, ils sont déjà dans un travail de réflexion sur la prochaine insurrection à venir. Et c'est à peu près la même chose chez Debord, on le sait. Les premières versions, ou le premier travail sur la société du spectacle est plus ou moins contemporain de l'écriture du traité de savoir-vivre. Oui, c'est intéressant parce que les situationnistes vont pressentir finalement que, disons, l'assaut prolétarien des années 68 et des années 70 va venir à la fois d'ouvriers révolutionnaires qui sont dans le refus de leurs conditions de prolétaires et dans le refus du travail, qu'eux ils voient déjà en 61 en Belgique, mais que la plupart des gens ne voient pas, puisque à l'époque, les thèses, effectivement, c'est celle de l'embourgeoisement du prolétariat. Il y a une bonne partie de la gauche française qui n'a Dieu que pour les couches nouvelles, les classes moyennes salariées, les étudiants, et les ouvriers sont vus comme des fossiles qui ne peuvent que soutenir le Parti communiste français.
Et d'un autre côté, les situationnistes sont quand même aussi attentifs à la révolte d'une partie des étudiants et des jeunes qui refusent de devenir cadres. Et c'est ce qu'on voit aussi dans la fameuse brochure de la misère en milieu étudiant, auquel on a consacré une émission avec Sylvain de Zone Subversive. Et donc, autre aspect de ce livre qui est, voilà, dès qu'on s'approche de ce texte lui-même, bon, traité de savoir-vivre à l'usage des jeunes générations, c'est un livre d'éducation en fait. On est quasiment dans le texte de formation pour les jeunes générations révolutionnaires, ce qui explique aussi son aspect assez littéraire, je trouve, philosophiquement très riche, serti de nombreuses références à Hegel, à Nietzsche, à Marx, n'en parlons pas, à Freud évidemment, mais qui a quand même un aspect de rhétorique très proche des traités littéraires. Raoul Vaneigem d'ailleurs est un spécialiste de lettres romanes dans sa formation, donc c'est plus un littéraire et notamment un spécialiste de la littérature du Moyen-Âge et de la Renaissance qu'un théoricien ou qu'un philosophe à la base, ce qui peut donner d'ailleurs l'aspect des fois brouillon ou fouillis. Il y a, voilà, les chapitres sont souvent relativement indépendants, s'enchaînent, on sent d'une façon qui est là aussi au fil de la main, mais qui, voilà, et l'écriture très littéraire de gens qui ont été très marqués par les avant-gardes littéraires et notamment par le surréalisme. Ça, c'est un point sur lequel je pense qu'il faut mettre l'accent. L'influence et le débat critique autour du surréalisme qui est à l'origine de l'international situationniste et même avant de l'international lettriste, et qu'on retrouve au cœur du livre, puisque parmi ces grandes références, il n'y a pas seulement des philosophes, il y a aussi le dadaïsme que l'IS, l'international situationniste, essaie de retrouver, le surréalisme avec lequel ils ont un rapport assez ambigu et assez complexe, puisque à la fois ils sont très critiques de ce qu'est devenu le surréalisme et très critiques, notamment Debord au début de l'IS vis-à-vis de Breton. On voit que Vaneigem, lui, Breton est en voie de réhabilitation à cette époque-là au sein de l'IS parce qu'il fait un peu la part des choses entre ce que, selon lui, les surréalistes ont raté en étant encore trop des artistes et ce qu'il y a de très fort, le noyau révolutionnaire, on va dire, de cette avant-garde-là. Notamment le refus du travail. Notamment le refus du travail ou la question de l'émancipation dans un vouloir vivre qui ne serait pas un vouloir dominer, ce qui renvoie évidemment à Reich, Wilhelm Reich qui est présent dans ce livre aussi, très présent. Et voilà, avec des références qui vont même jusqu'à Lautréamont et Sade. Donc on est entre l'essai littéraire tel qu'on a trouvé dans les années 20, les années 30 avec les avant-gardes tels qu'était le surréalisme et l'essai théorique. Ce qui donne peut-être cette forme un peu paradoxale mais voilà, qui invite une lecture très attentive parce qu'on peut... C'est parmi les textes que je trouve très difficile, cet ouvrage de Vaneigem, parce que c'est un livre qui pourrait paraître simple, parce que certaines pages... passe assez facilement, et c'est justement ces textes-là qui sont les plus difficiles. Souvent, on peut passer à côté, alors qu'il y a des éléments de réflexion fondamentaux. Bon, on en parlera de quelques-uns dans cette émission. Il y a notamment une critique du cinéma qui est très forte, sur laquelle j'invite les auditeurs à s'inspirer. Et toute une critique aussi de l'art de son époque, une critique du pop art, même Godard aussi en prend pour son grade, alors que lui aussi fait partie des rares qui avaient, dit-on, anticipé 68, puisqu'il fait la chinoise lui aussi en 67, pour mettre en parallèle la chinoise du côté des Mao et Debord Vaneigem du côté plutôt des pensées libertaires et conseillistes, dans les grands intellectuels qui ont anticipé ce mouvement-là. Et sur le rapport au surréaliste, il y aurait un point de vue assez général qu'on pourrait mettre en avant. Déjà, Raoul Vaneigem, son traité de savoir-vivre à l'usage des jeunes générations, c'est le best-seller de 68. S'il y en a eu un, c'est celui-là. C'est le livre le plus vendu, le plus volé en 68. Sachant que 68, le mois de mai a été le moment où la vente des livres en France a explosé tous les records. On n'a jamais eu autant vendu de livres qu'en mai 68. Les chiffres sont à l'appui. Et pour ma part, j'avais fait un travail sur les archives de 68. Et mon tropisme régional avait fait que j'avais fait un travail sur les archives du 68 toulousain. Donc j'avais étudié les textes des mouvements étudiants et ouvriers à Toulouse, comme il y a eu un mouvement très fort également à Rennes, à Nantes, pas seulement à Paris. On a essayé de faire une sorte de contrepoint entre le 68 parisien qui est très connu et peut-être le 68 de province ou des dom-toms qui est malheureusement moins connu.
Et quand je travaillais ces archives-là, mais je voyais l'omniprésence de la pensée de Van Hegem dans les textes, qui étaient souvent, même la plupart du temps, jamais cités, mais dans les concepts, certains concepts sur lesquels nous allons revenir probablement aujourd'hui, le concept de rôle, le concept de subjectivité radicale, etc., étaient vraiment omniprésents. Raoul Van Hegem et Henri Lefebvre ont été vraiment deux penseurs centraux de 68. Et finalement, tous ceux qu'on a appelés la French Theory, eux, sont les penseurs, on va dire, de l'après, des années 70, si on veut. Et on plaque, d'une manière a posteriori, l'influence de ces immenses penseurs, qui sont passionnants, évidemment, Deleuze, Foucault, Derrida, etc., sur 68, alors que 68, c'est vraiment le moment où voilà, la pensée d'Henri Lefebvre, qui est un proche des situationnistes, et de Van Hegem, moins que de Bohr d'ailleurs, a été vraiment dominante et hégémonique, puisque, on va dire, ceux qu'on a appelés les années gauchistes, soit trotskiste avec la JCR, soit maoïste avec la gauche prolétarienne, c'est plutôt 69, 70 jusqu'en 73. La pensée théorique politique du mois de mai, c'est plutôt chez Van Hegem, même plus Van Hegem que de Bohr, qu'il faut aller la chercher. Ceux qui ont préparé 68, c'est les situationnistes, les libertaires, et aussi, il faut l'admettre, les trotskistes aussi, qui étaient présents dès le début, notamment dans le mouvement ouvrier, puisque le début de 68, du 68 ouvrier, c'est la grève de Sud-Aviation, et elle est menée par des trotskistes. Donc finalement, c'est plutôt trotskistes, situationnistes et libertaires qui étaient à l'origine du mouvement. Et sur le moment, et ça on l'oublie un peu aujourd'hui, quand on regarde les textes, vraiment, la pensée de Van Hegem, on a l'impression qu'elle est dans toutes les têtes. Et beaucoup plus que la Société du spectacle de Debord, qui est écrit en langage hégélo-marxiste, en langage lukácsien, et qui était assez difficile d'accès. Alors que l'aspect littéraire de Van Hegem et son lien, comme je disais précédemment, avec les avant-gardes littéraires, notamment les surréalistes, l'a rendu beaucoup plus populaire. Et ce rapport entre les situationnistes et les surréalistes, moi, me rappelle ce texte de 1929 de Walter Benjamin. En 1929, il écrit un texte très fameux qui est devenu très fameux sur le mouvement surréaliste qui s'appelait Le surréalisme, le dernier instantané de l'intelligentsia européenne. Benjamin est sûrement le premier grand philosophe à essayer de penser le surréalisme philosophiquement, théoriquement, sa place dans l'histoire des arts et dans l'histoire de la Révolution. Et Benjamin fait une sorte de double constat sur le surréalisme, un constat de victoire et un constat d'échec. Malgré l'admiration qu'il a pour Breton et Aragon, c'est le constat qu'il fait. Il dit en gros dans cet article que les surréalistes avaient deux objectifs, celui de révolutionner l'art et de faire de cette révolution de l'art le langage à venir pour la prochaine révolution. Et Benjamin fait le constat que révolutionner l'art, les surréalistes en ont été capables. Non seulement ils ont révolutionné l'art, mais ils ont détruit en même temps l'art bourgeois, ou un rapport bourgeois à l'art, si tu veux, alors qu'eux-mêmes étaient des bourgeois, bien sûr. Mais l'idée de produire une nouvelle culture qui deviendrait le langage commun d'une révolution à venir, selon Benjamin, les surréalistes ont échoué, et bon, Benjamin a raison. Après, il faut se rappeler que quand les surréalistes interviennent, on est en pleine période déjà de stalinisation, d'où aussi la limite de l'époque, notamment en France, avec la situation du PCF à l'époque, au point que certains anciens surréalistes, comme Aragon, c'est connu, eux, deviennent carrément staliniens. Moi, je me demande si, d'une certaine façon, cet échec des surréalistes dans les années 20-30, il n'a pas été accompli dans les années 60, finalement, notamment en mai 68. S'il y a eu une révolution surréaliste qui est apparue du fait d'une réflexion qui a commencé le surréalisme, je pense que c'est le mai 68 français qui en est vraiment l'expression. Et c'est pourquoi, malgré un rapport très critique, l'influence de Breton, on le voit notamment dans le texte sur la théorie de la subjectivité, sur la théorie de l'amour, etc., est fondamentale chez Raoul Van Hegem. Mais finalement, ce qui fait l'originalité des situationnistes, c'est d'avoir repris un peu cette exigence des surréalistes de révolutionner l'art, et même eux vont plus loin, c'est le dépassement de l'art, abolition de l'art, et en même temps réalisation de l'art dans la vie quotidienne. Et ce qui a, disons, donné peut-être aux situationnistes
la possibilité que ce vœu de réaliser l'art dans la vie quotidienne et finalement de le dissoudre, de rendre la vie artistique, et puis que l'art ce soit quelque chose de séparé qu'on va voir dans les musées, dans les galeries, et pour lesquels il faut déjà avoir toute une culture bourgeoise pour le comprendre. C'est toute la critique de l'art des situationnistes. Enfin, le fait que les situationnistes ont pu dépasser un petit peu ce mot d'ordre, ça a été fait qu'ils se sont intéressés à ce qui se passait à leur époque, et notamment, ils sont allés contre l'idée que les ouvriers étaient uniquement des embourgeoisés conservateurs du PCF, et ils sont allés redécouvrir toute la tradition conseilliste, libertaire, et on voit que d'ailleurs leurs ouvrages émaillent de références à Kronstadt, à 1936-1937, au Conseil en Allemagne et tout ça. Et d'autre part, voilà, ils ont été aussi, ils ont vu aussi que peut-être que ces jeunes, ces étudiants, au moins une partie, même s'ils critiquent évidemment la plupart des étudiants dans la brochure de la misère en milieu étudiant, ils voient quand même que chez certains, il peut y avoir justement cette volonté de transformer radicalement la vie quotidienne de manière révolutionnaire. Tout à fait. Et là, c'est aussi un aspect historique qui est important à rappeler. En fait, les 50 ans du traité de savoir-vivre ont fait aussi les 100 ans de 1917. C'est-à-dire que pour les gens de 1917, c'était que 50 ans avant, donc il n'y a pas si longtemps pour eux. Et la question de 1917 est très présente dans l'ouvrage de Van Eghem. C'est une réflexion sur l'échec des soviets en 1917, pourquoi le mouvement conseilliste et libertaire aussi, qui était fondamental dans la révolution russe, dont Volin a beaucoup parlé dans la révolution inconnue, tout l'apport de l'insurrection ukrainienne de Makhno, etc. Pourquoi cet aspect-là de la révolution a échoué face à la bureaucratisation qui commence déjà évidemment avec Lénine. Il pense aussi l'échec du mouvement spartakiste en 1918, l'insurrection menée par Rosa Luxembourg et Karl Liebknecht. Il y a évidemment une réflexion sur le 36 espagnol, que, en tant que penseur marxiste et libertaire, évidemment, la problématique du mouvement anarchiste dans l'Espagne de la guerre civile et comment la guerre civile a été perdue, notamment à cause de la stalinisation du camp républicain. Tout ça est très 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 présent dans le texte de Raoul Van Eghem. Il dit, j'ai envie de citer des passages du livre, la lutte finale n'a connu jusqu'à présent que des faux départs. Tout est à reprendre au début. Quel est ce faux départ dont il parle ? C'est 17, simplement. Donc revenir à 17, d'autant plus que 1967, c'est juste après, c'est 11 ans après 1956, que les conseils ouvriers sont réapparus pendant l'insurrection de Budapest, qui est aussi vraiment présente dans l'ouvrage. Donc c'est comme si ce faux départ de la révolution post-Première Guerre mondiale redevenait d'actualité à la fin des années 50 avec Budapest, en 60-61 avec la révolte belge. Donc pour eux, c'est comme si on allait avoir droit à un deuxième départ. Il y a comme une sorte de résurrection du mouvement conseilliste et libertaire. Et c'est dans ce contexte-là que De Boer et Van Eghem, et plus particulièrement Van Eghem dans cet ouvrage, veulent intervenir. Et l'effet que ce soit la révolte du mai 68 français, mais aussi bien sûr du printemps de Prague en 68, qui finalement réactualise l'aspect conseilliste qu'il y avait déjà dans le mouvement de Budapest. Ces événements leur donnent entièrement raison un an après. Oui, et on a fait des références à pas mal de mouvements dont il reparle d'ailleurs dans son ouvrage De la grève sauvage à l'autogestion généralisée, où il fait un peu une critique implacable de tous les mouvements et idéologies révolutionnaires qui ont abouti à l'échec de toutes ces révolutions. Donc on a parlé de celle de 1917. Donc là-dessus, on peut renvoyer à de nombreuses émissions et notes de lecture sur Sortir du capitalisme, notamment une émission sur 1917 avec Alexandre Skirda et une note de lecture sur Volin, justement, la révolution russe, parue aux éditions Libertalia.
Et puis sur la révolution de 1936, on renvoie à une émission qu'on avait fait avec les gyménologues, voilà, sur cette révolution espagnole. Mais c'est vrai que effectivement, les situationnistes et notamment Van Hegem sont très nourris de toutes ces références historiques. Et ce qui est intéressant chez Van Hegem et dans le situationnisme de manière générale, c'est que à la fois, contrairement à d'autres qui dans les années 60 font le deuil du mouvement ouvrier en disant le mouvement ouvrier c'est fini, il faut aller du côté des couches nouvelles, donc c'est le cas, le PSU de Rocard, voilà, typiquement c'est ce genre d'argumentation. Nouvelle société. Voilà, la nouvelle société et tout ça. Eux sont capables d'aller chercher dans le passé ce qu'il y a de plus radical, tout ce qu'on a cité, les soviets de 1917, la révolution de 1936, 1937, le spartakisme, etc. Mais en même temps, arrivent, contrairement à socialisme ou barbarie, dont ils se sont détachés, à aller au-delà de ça, à penser leur époque de manière nouvelle, disons sans tomber et sans rester dans une espèce d'ouvriérisme un peu lénifiant et vieillot. Et c'est ça d'ailleurs, je pense, la force du situationnisme, c'est d'avoir été en phase avec son époque et d'avoir réussi en même temps à essayer de prendre le meilleur de ce qu'il y avait dans les insurrections et les mouvements passés. Oui, et ce point est vraiment fondamental aussi est l'ouvrage de Van Hegem, parce que bon, la critique à la fois du capitalisme et du socialisme, ou voilà, des États socialistes, on la connaît notamment dans la critique de Debord, hein, avec les concepts de spectaculaire diffus, de spectaculaire concentré, sur lequel je ne reviendrai pas ici, parce que je pense que c'est vraiment une mauvaise approche que de penser Van Hegem par rapport à Debord, soit une erreur qu'on fait, je trouve, presque comme si l'ouvrage de Van Hegem était un addendum à la société du spectacle, alors qu'il y a vraiment une pensée propre à Van Hegem. Et lui, pour sa part, c'est la critique qu'il fait à la fois du capitalisme et du socialisme dans cet ouvrage-là, il le fait justement par rapport à la critique du travail. C'est-à-dire les moments très précis où il attaque les États socialistes qui lui sont contemporains, et les illusions, notamment d'une partie des gauchistes de son époque, c'est par rapport à la question du travail. Bien sûr, il connaît la critique du stalinisme, voilà, qui commence déjà à dater à cette époque-là, hein, que les conseillistes ont fait. Il connaît très bien voilà, cette histoire de 17, de 18, de 36, etc. Mais il se positionne aussi par rapport aux illusions de son époque, et notamment les illusions par rapport à l'URSS de Khrouchtchev, si on veut, dans un premier temps, mais aussi les illusions par rapport au maoïsme ou au guévarisme et au castrisme. Et sur cet aspect-là, c'est sur la question du travail, justement, qu'il va attaquer ces mouvements-là. C'est dans le culte du travail qu'il retrouve à la fois chez Mao et chez Castro, qu'il se positionne contre ce socialisme-là, en disant que ce qui apparaît comme une sorte de nouveau socialisme, hein, en Chine et à Cuba, en fait, est très très ancien, et rejoue les limites du stalinisme, et il renvoie en gros capitalisme et socialisme l'un contre l'autre, puisqu'il voit que derrière, il y a une même chose, qui est l'assomption de l'aliénation du travail, et donc de la classe ouvrière. D'ailleurs, c'est intéressant parce que dans son texte, dans l'International situationniste numéro 7 d'avril 1962, donc un texte qui s'appelle Banalité de base, qui, selon un des membres des gyménologues, est très intéressant et contient un peu les intuitions fondamentales de Raoul Van Hegem. J'ai eu à peu près autant de difficultés à le lire que le traité de savoir-vivre, mais il a quand même dans sa première thèse quelque chose d'assez fort. Il dit: en somme, le capitalisme bureaucratique contient la vérité évidente de l'aliénation. Il l'a mise à la portée de tous mieux que Marx ne pouvait l'espérer. Il l'a banalisée à mesure que, la misère s'atténuant, la médiocrité de l'existence faisait tache d'huile. Donc ça, c'est très intéressant parce qu'en fait, c'est un peu ironique ce qu'il dit, mais c'est en gros que voilà, Marx cherchait dans les manuscrits de 1844 à démontrer le fait voilà, que le travail était une aliénation, c'est-à-dire, si on reprend les trois mots allemands originaires qui ont été traduits par le même mot en français, c'est-à-dire aliénation, le fait de se déposséder de soi, le fait de se vendre et le fait de devenir étranger à soi. Eh bien, tout ça, finalement, le capitalisme bureaucratique le révélait de manière voilà, spectaculaire dans le stakhanovisme, le goulag, le culte du travail poussé à son comble.
Et effectivement, une des forces du situationnisme, on aura de cesse de le répéter, c'est d'avoir fait une critique implacable de toutes les formes de capitalisme, qu'elles soient le vieux capitalisme bourgeois libéral, le capitalisme soviétique, mais même le nouveau capitalisme des années 60 qui s'amorce, presque une critique par anticipation du capitalisme de la gauche mitterrandiste et du PSU. Enfin voilà, il y a vraiment, c'est une critique implacable de toutes ces formes de capitalisme-là. Sur le PSU, le mitterrandisme, etc., c'est vrai que là aussi, il anticipe ce que va être la social-démocratie des années 80, puisque plusieurs fois, il y a plusieurs passages où il annonce que finalement le socialisme sera la seule chose qui sauvera le libéralisme, quoi. Il montre même la continuité, qui est une continuité historique, hein, puisque voilà, que l'on connaît entre voilà, le socialisme entendu comme social-démocratie et le libéralisme capitaliste classique. Et ce qui est arrivé en France dans les années 80, entre autres, hein, nous le prouve. Comme tu disais également, bon, il y a d'une part cette critique des deux systèmes, bloc de l'Est, bloc de l'Ouest, qui est présent chez les situs de façon générale. Aussi, les situationnistes, et Van Hegem en particulier, sont des intellectuels qui sont attentifs au devenir, voilà, le plus contemporain à leur époque du capitalisme, non seulement de ce qu'est en train de devenir les sociétés bureaucratiques en Chine et à Cuba, mais aussi dans le bloc de l'Ouest, ce qu'est en train de devenir le capitalisme des années 60-70 aux États-Unis, en France, etc. Donc c'est aussi chez Van Hegem qu'on trouve une critique radicale et passionnante de ce qu'on appellera plus tard la société de consommation. Et ce qui est assez intéressant, c'est que on a souvent mis l'accent là aussi sur le travail théorique immense de Debord, hein, dans la société du spectacle. Mais voilà, on a un peu oublié l'aspect de Van Hegem, toute l'analyse de ce qu'est en train de produire la société de consommation, qui est relativement récente en France, hein, comparée évidemment à la société de consommation américaine. Et d'ailleurs, sur pas mal d'aspects, on peut voir que Raoul Van Hegem anticipe le travail que fera Jean Baudrillard. Jean Baudrillard qui publie La société de consommation un an après. Et ce n'est pas si surprenant que ça, car Baudrillard et Van Hegem se sont connus. Baudrillard en témoigne dans D'un fragment l'autre, son ouvrage d'entretien avec François Livonnet, car Baudrillard participait au mouvement du 22 mars à Nanterre. Donc lui faisait partie aussi de ceux qui sont à l'origine du 68 français, et il s'en est vraiment pas du tout d'ailleurs revendiqué. Il n'a pas fait l'ancien combattant en disant moi j'y étais, etc. Alors que de facto, bon, ça aujourd'hui historiquement on le sait. Et là, voilà, l'influence de Van Hegem sur Baudrillard est très importante, donc on devine à quel point, d'une manière souterraine, notamment via Baudrillard, Van Hegem a eu une influence sur ce qu'on appellera plus tard la French Theory. Et l'une des idées très intéressantes dans le traité de savoir-vivre, c'est qu'il montre que consommer un objet dans la société de consommation, c'est toujours en même temps consommer une idéologie. C'est-à-dire consommer une certaine idée que l'on se fait de la société. Au point que dans la société de consommation, défendre une idéologie aliénée, évidemment une idéologie au sens de Marx, et consommer un objet, c'est le même phénomène. Les idéologies deviennent des objets consommables, des objets qu'on achète, par exemple des objets qu'on achète dans la nouvelle presse qui apparaît à cette époque-là, le Nouvel Obs, etc. Et chaque objet, les objets les plus simples, les objets courants de consommation, portent en elles-mêmes une certaine idéologie, c'est-à-dire un certain idéal de société qui est voilà, la société capitaliste des années 60, productiviste, société soi-disant de loisirs, alors qu'en fait c'est peut-être une des sociétés les plus sinistres qu'il y avait eu depuis un petit bout de temps. Et c'est là vraiment où, comme je vous dis, Van Hegem anticipe le Baudrillard, puisqu'il y a vraiment des passages où il nous dit consommer un objet, c'est toujours consommer un signe social. Et inversement, hein, l'échange des signes dans la société de consommation passe par toujours un échange d'objets. Donc Van Hegem serait aussi à mettre toute cette critique sémiologique de la société de consommation qu'on a chez Baudrillard, qu'on avait aussi un peu avant déjà chez Barthes. Il fait partie de grands moments de réflexion, d'analyse de la société de consommation. Et d'ailleurs, Van Hegem est cité explicitement par Baudrillard dans la société de consommation et dans le système des objets. Et autre point qui montre bien leur continuité, c'est que voilà, Baudrillard était le disciple de Henri Lefebvre, que j'ai cité précédemment,
Henri Lefebvre, sociologue de l'urbain, théoricien de la ville et traducteur des manuscrits de 1844, c'est le premier traducteur en langue française. Et c'est Henri Lefebvre, qui était ami avec le situationniste, qui a fait rencontrer Debord et Van Eghem. Donc, Lefebvre, Debord, Van Eghem, Baudrillard, on voit qu'il y a une sorte de constellation de pensée qui est aussi pas univoque, il y a des débats et des oppositions entre eux, qui se construit à partir d'une relecture de Marx, une relecture de Freud aussi, pour arriver à penser ce phénomène émergent qu'est la société de consommation. Et justement, Van Eghem, dans son autre ouvrage, donc de la grève sauvage à l'autogestion généralisée, fait une critique de la consommation qui est en même temps une critique du travail, c'est-à-dire que critique la marchandise dans ce qu'elle a effectivement encore aujourd'hui de plus critiquable, c'est-à-dire que en se présentant comme entièrement positive, finalement, elle affirme positivement l'exploitation, la souffrance, l'ennui qu'il y a derrière la production de cette marchandise, c'est-à-dire le travail. Et je voulais faire un petit point peut-être sur la question de la critique du travail chez Van Eghem, alors non pas du tout de manière exhaustive, mais uniquement dans ce que j'ai lu dans De la grève sauvage à l'autogestion généralisée. J'ai plutôt été agréablement surpris dans le sens où je pensais que ça en resterait à une critique du travail aliéné, voilà, qu'on peut trouver un peu aussi chez Debord, et finalement presque une valorisation un peu du travail concret et de la production de valeur d'usage. Alors que, même si ça reste ambigu et que, comme chez Marx, Van Eghem utilise le concept de travail en lui donnant des sens différents, donc ce qui fait que parfois il parle du travail comme l'activité contrainte en général, et parfois il parle du travail comme, disons, l'activité contrainte au sein du capitalisme. Mais globalement, la critique qu'il fait du travail, elle est, je pense, relativement pertinente, puisque pense effectivement le travail comme une activité contrainte de production de marchandises, où on doit vendre, ou plus précisément, disons, louer. Alors évidemment, d'un point de vue peut-être marxologique, en étant extrêmement rigoureux, la critique du travail de Van Eghem peut paraître un peu pas très précise. Voilà, il définit jamais très bien le concept. Mais globalement, on voit qu'il appelle vraiment à une abolition, et là c'est clairement dans sa partie un peu propositionnelle, entre guillemets, de la fin de la grève sauvage à l'autogestion généralisée. Il dit explicitement que voilà, ce sera une société où on aura aboli le travail, c'est-à-dire où les gens feront globalement ce qu'ils ont envie, et les tâches qu'on n'aura pas réussi à... alors même s'il y aura un rapport un peu problématique, avec un fantasme de l'automatisation dont on peut discuter aujourd'hui, est-ce qu'il est bien écologiquement faisable ou même socialement réalisable, mais peu importe. Il y a vraiment cette idée que de chacun selon ses envies, voilà, donc chacun fait ce dont il a envie, à chacun selon ses désirs. Voilà, si on pouvait reformuler un peu la formule du communisme libertaire chez Van Eghem dans ce livre. Et là, on voit clairement qu'il y a un dépassement, effectivement, de l'idéologie du travail, qui serait plutôt de chacun selon ses moyens, chacun selon son travail. Et là, Van Eghem, au contraire, il appelle plutôt à une activité individuelle et collective créatrice. Donc, ce qui fait que, par exemple, il parle de... voilà, on va réhabiliter des anciennes formes d'artisanat. Alors, bien sûr, il a toujours une petite fascination pour les usines automatisées et tout ça qui serait discutable. Mais, quoique sur certains aspects, il est un peu précurseur. Par exemple, il parle déjà de la production solaire, d'énergie solaire. Donc, il y a quand même conscience un peu des problèmes écologiques que peut poser ça. Mais en tout cas, il appelle à supprimer le travail en le remplacement par la créativité individuelle et collective. Et tout en disant que... toutes les activités, les tâches chiantes qui aujourd'hui tombent sur en général une personne qui est, qui sont les femmes, voilà, qui doivent se taper la vaisselle, le ménage et tout ça. Lui dit qu'il faut dépasser ça en répartissant, en faisant tourner les gens 1 heure ou 2, enfin le minimum de temps possible, que ce soit réparti de manière à ce que voilà, il y aurait un dépassement du travail par l'abolition de « à chacun selon son travail »,
par l'abolition du caractère marchand de l'activité. Donc là, ça c'est très clair, abolition du salariat, il n'y a aucune ambiguïté chez Van Engem. Même, clairement, même si son livre s'appelle De la grève sauvage à l'autogestion généralisée, il précise bien que l'autogestion à la LIP, l'autogestion marchande, c'est évidemment à jeter aux poubelles de l'histoire, que ça n'a aucun sens, et qu'il faut radicalement abolir l'autogestion marchande. Et après, troisième chose, il dépasse aussi même l'idéologie du travail comme l'activité qui est séparée, qui s'oppose au loisir. Et là, il dit, mais non, c'est pas d'un côté l'activité productive et d'un autre côté les loisirs, il faut que les gens s'épanouissent, aient du plaisir et des désirs à faire des activités qui effectivement sont utiles socialement. Même si Van Engem, évidemment, n'est pas arrivé à une critique aussi rigoureuse du travail que, par exemple, dans la critique de la valeur, il me semble en tout cas que dans ce texte, peut-être que dans ces textes actuels, c'est moins clair, mais peut-être aussi parce qu'on est dans une époque moins radicale, donc peut-être que la pensée est moins radicale au fur et à mesure des années. Mais en tout cas, dans ce texte, de la grève sauvage à l'autogestion généralisée, il y a quand même une critique du travail qui nous semble assez conséquente et qui soutient des perspectives que clairement, même si elles sont peut-être va pas jusqu'au bout, clairement, Van Engem, disons, discute dans la fin de cet ouvrage d'une société qui est véritablement libérée du travail. Alors voilà, après avoir dit ça, on va faire une pause musicale. Et évidemment, pour cette pause musicale, on va mettre la chanson qui a été écrite par Raoul Van Engem à la suite de la grève générale en Wallonie en 1960-1961, qui s'appelle « La vie s'écoule ». Donc pas s'écoule comme on peut le comprendre aujourd'hui, mais au sens de l'eau s'écoule. Et donc nous sommes toujours sur Radio Libertaire, la radio sans Dieu, sans maître et sans publicité, dans une émission de Sortir du capitalisme autour du traité de savoir-vivre à l'usage des jeunes générations de Raoul Van Engem. Et nous sommes toujours avec notre invité Pierre-Ulysse Barranc, doctorant et co-directeur d'Insitu, théorie, spectacle et cinéma chez Guy Debord et Raoul Van Engem, paru aux éditions Gruppen en 2013. Et dans une première partie, on a donc parlé du contexte de l'écriture de cet ouvrage et de sa réception, notamment en mai 68. Et on a parlé de la critique de Van Engem à la fois des courants pseudo-révolutionnaires comme le marxisme, le trotskisme, le castrisme, et surtout de sa critique du travail et de la société marchande. Et maintenant, on va passer, puisque c'est une partie qui était relativement commune, disons, au mouvement situationniste, et dont on a déjà parlé dans notre émission sur de la misère en milieu étudiant, avec Sylvain de Zone Subversive. Et donc là, on va passer à une partie qui est peut-être encore plus originale chez Raoul Van Engem, même si sa critique du capitalisme est quand même un peu différente de celle de Debord ou des autres situationnistes. Mais là, on va passer peut-être une partie où il est encore plus original, disons, qui est sa partie sur la révolution des subjectivités, les subjectivités révolutionnaires. Et donc, c'est Pierre-Ulysse qui va nous en parler, puisque c'est une partie qui est moins évoquée dans un ouvrage que je recommande vivement à la lecture, qui s'appelle « De la grève sauvage à l'autogestion généralisée », et qui là est un peu plus sur la critique du capitalisme et des perspectives extrêmement pratiques d'organisation, d'auto-organisation. Oui, c'est peut-être le moment où Van Engem est véritablement Van Engemien, si on peut le dire ainsi, et qui fait écho, de toute façon, au titre du livre lui-même, sur lequel je reviens une fois de plus. Traité de savoir-vivre, il s'agit de savoir-vivre, quelle vie faut-il vivre. Cette question de la vie, d'une insurrection de la vie, des vies, qui est aussi une insurrection du désir chez Van Engem, est vraiment au cœur de sa pensée. Et à l'époque, ça c'est aussi une chose que j'ai un petit peu observée en travaillant sur les archives
de 68. L'image qu'on a un petit peu de Debord et Van Hegem, c'est que Debord, c'est le théoricien du spectacle. Van Hegem, c'est le théoricien de la subjectivité radicale. Comme si chacun avait son concept. Debord, qui est dans la macro-analyse de l'aliénation sociale, et Van Hegem, lui, dans la micro-analyse de la subjectivité rebelle. Ce que lui, il appelle la subjectivité radicale, radicale au sens étymologique, c'est une subjectivité à la racine d'elle-même. Et donc, ce retour à la racine de la subjectivité et de sa constitution en tant que sujet désirant, en fait, va être, selon Van Hegem, l'arme dont va devoir utiliser les révolutionnaires, à la fois individuellement et collectivement, contre l'aliénation capitaliste. Ça, c'est vraiment un point fondamental de Van Hegem, là aussi qui va en inspirer d'autres, puisqu'on pense à toute la théorie du désir de Deleuze à partir d'un anti-Oedipe, mais c'est déjà évidemment chez Van Hegem. Et pour les gens qui ont fait 68, pour les militants du mois de mai, quand on parle d'insurrection du désir, on pense plutôt à Van Hegem. Et sur cet aspect-là, il y a une réflexion tout à fait intéressante qui commence d'abord sur son analyse de ce qu'a produit la société de consommation sur les subjectivités des gens des années 60. C'est un concept qui, à ma connaissance, il reprend à le faire, mais en le transformant, qui est le concept de rôle, qui est très présent. Il y a un chapitre précis sur ce concept-là, une critique du rôle. L'idée qu'il y a chez Van Hegem avec le concept de rôle, c'est que finalement, de même qu'il y a une division du travail dans l'usine, de même qu'il y a un Fordisme qui sépare les tâches et fait de l'activité unitaire de l'ouvrier un ensemble de moments parcellaires et répétitifs, dans la société de consommation, cet aspect partiel, répétitif, cet aspect d'automatisme de la société industrielle s'élargit à l'ensemble de la société, puisque dans chacun des moments du processus de production et de consommation, que ce soit le moment du travail ou le moment de la consommation, l'aspect partiel de la productivité capitaliste va être incorporé par les différents consommateurs, par exemple de la société française des années 60. Autrement dit, le moment de séparation entre soi et soi-même et entre soi et les autres, la séparation est un concept central dans la philosophie de Debord, elle est également dans la philosophie de Van Hegem. Ce moment de séparation n'est plus seulement une séparation au travail, ou dans le travail, ou dans le moment où on travaille, mais va se répandre dans l'ensemble de la société et va conduire les gens à adopter des rôles qui sont évidemment les différents rôles qui permettent à la société capitaliste de se perpétuer. C'est vraiment l'accent sur lequel Van Hegem analyse ce phénomène. Il y a donc finalement comme une sorte de Fordisme du système social général. Et c'est pour ça qu'il y a besoin d'un traité de savoir-vivre, de retrouver une certaine vie pour en perdre une qui a été falsifiée. Et ce qui est tout à fait intéressant, c'est que finalement, là, il y aurait des rapprochements très, 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 très riches à faire avec par exemple, le travail de Marcel Mauss sur les techniques du corps. Marcel Mauss, ethnologue qui étudiait les techniques du corps des peuples extra-européens, en montrant qu'on n'utilise pas son corps de la même façon si on est un aborigène australien, un Mexicain maya ou un Français européen, qu'une culture, une civilisation, c'est aussi une culture qui s'incorpore chez les individus. De même, il y a des techniques du corps du capitalisme, qu'on n'appellera pas des techniques du corps d'une nouvelle civilisation, parce qu'on a plutôt l'impression que c'est une nouvelle barbarie, mais il y a un façonnage des corps, une détermination à même les corps du capitalisme, et ces corps façonnés en vue produire les réflexes de reproduction du capitalisme. C'est ce que Van Hegem va appeler justement les rôles. Et là aussi, c'est très intéressant parce qu'en amont, on pense à Mauss, et en aval, on peut voir une version peut-être un peu plus révolutionnaire et un peu plus matérialiste de ce qui sera développé avec le concept d'habitus, par exemple chez Bourdieu. Oui, c'est intéressant cette critique des rôles chez Van Hegem, parce qu'elle fait beaucoup penser à la notion de masque de caractère chez Marx. C'est-à-dire, c'est une expression que Marx utilise dans le Capital, livre 1, pour dire
que finalement les travailleurs individuels ne sont que la personnification du travail. Lorsque des individus, des subjectivités vivantes vont au travail, elles se mettent une espèce de masque, qui est le masque du travailleur, et qui va faire qu'elles vont devenir des machines, des robots, puisque le robot, ça vient de travailleur en tchèque, et vraiment on voit que ces masques de caractère sont un peu comme dans l'image du film The Mask, c'est quelque chose qui colle à la peau, et finalement les rôles d'extérieur aux individus et d'imposer par la société, et là la critique des rôles de Van Hegem, elle est totale et elle est très forte. C'est-à-dire que c'est pas uniquement la critique du rôle de travailleur ou de consommateur, c'est aussi celui de mari, voilà, tous les rôles sociaux de père paternaliste, de l'enfant, de la femme, enfin tous les rôles sociaux qui sont considérés comme aliénants. Du teenager aussi, une première analyse du concept, le rôle de teenager, le consommateur adolescent qui apparaît dans les années 60 avec voilà, la culture yéyé, les jeans, etc. Qu'on trouve qu'on retrouve également dans les années 70-80, mais qui en fait est déjà évidemment chez Van Hegem. Et finalement, la critique de la misère en milieu étudiant, c'est une critique pas tellement des individus qui font des études, mais encore une fois, une critique du rôle d'étudiant qui est celui qui se prédestine à devenir un bon petit cadre de la société capitaliste en voie de modernisation. Et dans cette critique des rôles, qui est aussi une critique des séparations, comme tu l'as dit, même si j'ai trouvé que Van Hegem est assez ambigu par exemple, sur la question du patriarcat ou du racisme, parce que, évidemment, il condamne le patriarcat et le racisme, mais en même temps, il renvoie quand même les mouvements d'émancipation des femmes ou des racisés à quelque chose qui est un peu séparé et réformiste, et il faut au contraire un mouvement global. Bon, c'est un peu ambigu là-dessus, mais ce que je trouve en tout cas intéressant, c'est que dans sa critique des séparations, ça c'est à la fin notamment de la grève sauvage à l'autogestion généralisée, il pourrait y avoir en fait dans sa critique de toutes les séparations, il dit critique des séparations en termes d'âge, de sexe, il n'y a pas le concept de genre à l'époque, et finalement, en poussant Van Hegem jusqu'au bout, on pourrait y trouver, dans sa critique radicale des rôles et des séparations, une critique de la société de genre, du racisme structurel, etc. Là où je me permettrais de faire un bémol peut-être sur ce que tu viens d'affirmer, alors sur la critique du patriarcat, c'est très très présent dans l'œuvre tardive, hein, on va dire. Je pense notamment à Nous qui désirons sans fin, qui est un excellent livre des années 2000. Pour le coup, entre autres dans ce livre-là, mais dans beaucoup d'autres, la critique du patriarcat est très très claire. Et même, on pourrait presque y voir là encore un rapprochement avec Breton, hein, puisqu'il y a toute une réflexion sur l'idée d'une civilisation féminine sous-jacente telle qu'André Breton le développe dans Arcane 17, par exemple. Encore une influence entre Breton et Van Hegem. Et sur le racisme, là aussi, je mettrais un bémol. Ça, c'est quelque chose qui est peu connu aussi, mais qui participe de la belgitude de Van Hegem et qui était présent chez les Situs d'une façon générale. C'est que, voilà, en tant que Belge, il était très proche des mouvements décoloniaux indépendantistes congolais, notamment des moulélistes, qui étaient les plus radicaux, encore plus radicaux que Lumumba. Il y a des textes, y compris de Debord, là-dessus. Et il a été en solidarité claire et effective du côté de la métropole. De même qu'il y a eu un mouvement de soutien à l'indépendance algérienne en France, il y a eu un mouvement de soutien belge à l'indépendance congolaise. Van Hegem en faisait partie, et il faisait partie de ceux qui, évidemment, voulaient faire cette indépendance une révolution véritable. Mais bon, le danger d'une récupération réformiste, elle est évidemment dans tous les secteurs de la société. En fait, pour préciser un petit peu l'idée que j'en avais, c'est clair que chez les situationnistes, il y a une critique extrêmement forte, par exemple, du colonialisme ou du patriarcat au sens de la domination des pères. Ça, c'est clair. Bon, notamment, je pense à la chanson sur la Java des bons enfants où il dit plus de patrie, plus de colonie. Donc, c'est quand même assez clair. Puis il y a aussi
le texte de l'Internationale situationniste sur les émeutes de Watts Bien en sûr. 1965. Vaneigem cite plusieurs fois dans l'ouvrage. Et en fait, c'était plutôt le fait que, en tout cas peut-être sur la question du patriarcat, il y avait ou même sur la question du front homosexuel d'action révolutionnaire, Vaneigem, dans son texte en 74, peut-être bizarrement, mais dit attention, si ça reste des... Et je pense qu'en fait, à la fois il a raison et il a tort. Il dit, si ça reste des critiques séparées, c'est-à-dire une critique séparée du patriarcat du point de vue des femmes, et une critique séparée de l'hétéronormativité ou du patriarcat hétérosexuel du point de vue des homosexuels révolutionnaires du phare, et bien du coup forcément ça sera réformiste et ça légitimera les oppressions. Et là où il a raison, c'est que si ça reste des critiques qui par exemple sur le plan, si sur ce plan ils sont radicaux, mais sur les autres plans ils sont réformistes, effectivement globalement ils sont réformistes. Là, je suis complètement d'accord avec Vaneigem et même avec la critique situationniste des mouvements partiels. Par contre, là, ce qu'on pourrait lui reprocher, c'est de dire que ce serait nécessairement réformiste. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir un mouvement antiraciste qui est radical sur les autres plans aussi, mais qui, de par peut-être la position sociale de ses membres, se lutte peut-être d'abord contre le racisme. Et par exemple, le reproche fait au Front homosexuel d'action révolutionnaire, il y avait beaucoup de gens qui étaient influencés par les situs dans le Front homosexuel d'action révolutionnaire, et dans la mesure où ils étaient situs et en même temps au phare, on voit mal en quoi est-ce qu'ils pouvaient être réformistes. Donc je sais pas si tu vois un petit peu plus la critique que... Après c'est aussi peut-être, tu sais, dans le contexte de la critique des ex-situationnistes sur ce qu'ils appellent les pro-situs. Bon là il y avait un peu une guerre qui a posteriori paraît puérile, plus révolutionnaire que moi tu meurs, quoi. Oui. Est-ce que Vaneigem a été un peu dans ça? Là il faudrait revenir sur le texte et je l'ai pas en mémoire. Sur la question, pour revenir sur la question du concept de rôle et de la critique qu'il en fait, c'est vraiment par ce chemin-là qu'il va développer cette réflexion sur les subjectivités révolutionnaires, les subjectivités radicales, dissidentes, et qui, une fois de plus, là, c'est un lien avec un autre auteur dont on a parlé précédemment, entre en écho avec le travail d'Henri Lefebvre, qui a publié quelques années avant la critique de la vie quotidienne. Pour les situationnistes, s'il y a une révolution à faire, c'est la révolution de la vie quotidienne elle-même, une révolution immédiate. Il y a vraiment un aspect immanent, voire immanentiste de la critique situationniste. Il ne faut pas changer tel aspect partiel de la société, tel aspect politique, tel aspect économique. C'est la société dans son ensemble, et immédiatement, qu'il faut révolutionner. Et selon Vaneigem, l'arme et en même temps le chemin par lequel cette révolution va s'accomplir, c'est l'attention aux subjectivité désirante. Il écrit par exemple avec quelle amère facilité on abandonne un désir, une pension, la part essentielle de soi. Dans la grève pour l'augmentation de salaire, dans l'émeute, n'est-ce pas l'esprit de fête qui s'éveille et prend consistance? À l'heure où j'écris, des milliers de travailleurs débraient ou prennent les armes, et au fond, c'est à changer l'emploi de leur vie qu'ils s'appliquent passionnément. Autrement dit, même dans des mouvements, comme il a vu dans le mouvement belge, qui peuvent commencer d'abord sur un aspect peut-être réformiste, etc., ce qu'il y a derrière, ce qui a radicalisé, justement, c'est cette critique générale de la société, cet emploi de la vie dont il parle, et qu'il faut entièrement passionner et révolutionner. Là aussi, l'écho avec les surréalistes est présent, puisque au début de l'ouvrage, il reprend la formule de Breton sans la citer, sans donner la référence, à la fois la 11e thèse sur Feuerbach, il faut pas seulement interpréter différemment le monde avec les différentes philosophies, mais ce qu'il faut, c'est de le transformer d'une part et le changer la vie, de Rimbaud, qui était au cœur du manifeste surréaliste, la fusion entre Marx et Rimbaud. Vaneigem la cite dès le début, c'est une certaine manière de montrer dans quelle perspective théorique on se trouve. Et
l'idée qui a beaucoup séduit avec le traité de savoir-vivre, dans cette année 68 où il a été largement lu, diffusé et commenté, c'est l'idée que la question de la révolution se passe dans la vie quotidienne, donc elle se passe directement dans ma vie immédiate, dans ma vie personnelle, dans la vie avec mes proches. C'est-à-dire que ce n'est pas un phénomène qu'il faudrait repousser au calende grec, ce n'est pas une fin de l'histoire ou une perspective, un horizon infini. La question de la révolution et la question du communisme se pose dans l'immanence même de nos existences. Donc, le lieu de la révolution, s'il y a un lieu de guérilla à mener, il n'est pas dans certains pays très lointains qui étaient fantasmés à cette époque-là par une partie du gauchisme, il est dans nos existences directes. Donc, le lieu de la guérilla, c'est nos vies immédiates. Ça, c'est vraiment, je pense, l'argument qui a séduit beaucoup de lecteurs de Vaneigem en 68, et ça va être le premier élément qui va amener le concept de subjectivité radicale. Et ce qui est intéressant justement chez Vaneigem, c'est là où ça tranche complètement avec ce qu'on a aujourd'hui, c'est que Vaneigem arrive à penser à la fois une transformation des subjectivités localisées qui se situent dans la vie quotidienne, presque ici et maintenant, tout en étant toujours un partisan d'une rupture révolutionnaire radicale. C'est-à-dire qu'il tranche complètement avec aujourd'hui les oppositions. Enfin, je veux dire, ça n'a rien à voir avec le développement personnel ou des choses comme ça. Certes pas. Voilà, ou avec, disons, un militantisme qui attendrait ou au contraire, un militantisme qui attendrait le grand soir et qui, en attendant, ne chercherait pas à transformer déjà les rapports de la vie quotidienne. Chez Vaneigem et plus généralement chez les situationnistes, il y a cette idée qu'il faut à la fois transformer la vie quotidienne ici et maintenant, mais dans une perspective d'une rupture radicale qui permettra, en réalité, qui en sera le prolongement, même si c'est un prolongement évidemment sous une forme complètement différente, qui permettra de donner à cette transformation de la vie quotidienne toute son ampleur. Parce qu'évidemment, on peut commencer à transformer la vie quotidienne dans le cadre de la société capitaliste, patriarcale, etc. Mais on peut le faire quand même de manière relativement limitée, ou dans des espaces relativement limités, avec des contraintes, etc. Et justement, le but de la révolution, et qui en même temps son moyen, parce que ça c'est très intéressant chez Vaneigem, c'est justement de transformer radicalement la vie, et donc d'abolir le travail, les contraintes sociales, l'État comme organisation séparée de la vie sociale, etc. Et d'ailleurs, une dernière chose, c'est que finalement, dans l'idée de révolution de Vaneigem, je pense qu'il y a plein de gens qui ne seraient pas d'accord avec moi, mais je trouve que Vaneigem, même si, évidemment, il n'a pas complètement dépassé cette opposition entre le communisme et la révolution, dépassement qu'on retrouve dans la théorie de la communisation, il pense quand même déjà le fait que la révolution passe déjà par la transformation des rapports sociaux. Et c'est pas d'abord on fait la révolution avec une organisation hyper militaire, hiérarchisée et tout ça, et ensuite on fera le communisme. C'est déjà en fait en créant le communisme au cours de la révolution que justement les gens auront envie d'aller plus loin dans cette révolution. Et ça c'est très clair dans son ouvrage De la grève sauvage à l'autogestion généralisée. Et ça je trouve que c'est vraiment une idée très intéressante dont on devrait s'inspirer aujourd'hui. Et d'ailleurs il critique toute l'idéologie du sacrifice militant, tout en restant, c'est pas non plus, enfin son livre en tout cas, De la grève sauvage à l'autogestion généralisée, c'est pas non plus un ouvrage de on va lire des bouquins sur la plage et la révolution va se faire. C'est au contraire, c'est aussi plutôt certainement pas. Voilà, et je trouve qu'il arrive à dépasser un peu cette fausse opposition. Enfin, il arrive à n'être ni dans le camp du révolutionnarisme sérieux, du sacrifice militant et tout ça, finalement, qui n'aboutit à rien, si ce n'est à recréer des sociétés bureaucratiques, hiérarchisées et tout ça, ni dans un truc un peu hippie de on change la vie ici maintenant, c'est cool et on fait rien, quoi. Oui, alors déjà, ce sacrifice militant, c'est sûr que c'est pas la tasse de thé de Vaneigem. Vaneigem, là aussi, est un reichien, dans une émission précédente. Donc, c'est certainement pas sur des émotions masochistes qu'on va créer l'égalité et la liberté pour tous. Ça, c'est sûr. Pas plus d'ailleurs que sur des affects sadiques. Il y a une critique d'ailleurs du masochisme militant dans l'ouvrage qui est tout à fait
importante et qu'il faudrait rappeler peut-être de nos jours. C'est aussi un des aspects qui est parfois, je trouve, minoré chez les situationnistes. On met l'accent de manière très insistante, évidemment, sur l'influence du marxisme hétérodoxe, sur Debord, etc. Puisque il suffit d'ouvrir la Société du spectacle et voir que c'est écrit et dans le concept et dans le style d'une manière hegelienne, hégélo-marxiste. Mais on oublie aussi que les situs ont vraiment repris pour eux la tradition libertaire, la tradition anarchiste. Ils se revendiquent des deux, ils ne jouent pas l'un contre l'autre, ils prennent ce qu'il y a de meilleur chez les deux. Évidemment, toute la pensée libertaire, notamment par exemple de Bakounine, est repris et par Debord et par Van Hegem. Il y a des passages du livre où on a l'impression presque de lire à un certain moment Bakounine, quand Bakounine explique que ma liberté ne s'arrête pas là où commence celle des autres, car ma liberté augmente à l'infini celle des autres. Évidemment, la liberté de chacun est la liberté de tous. Van Hegem ne cesse de le rappeler. Et alors ça, c'est aussi quelque chose qui est des fois, comme je disais, minoré, c'est la façon dont Raoul Van Hegem récupère une partie de l'héritage de l'anarchisme individualiste, qui est un petit peu oublié de nos jours, cette revendication de la liberté absolue du sujet, d'ailleurs du sujet individuel comme du sujet collectif, et qui d'ailleurs met en relation à la fois cet héritage anarchiste individualiste, mais aussi l'héritage fédéraliste du mouvement libertaire, c'est-à-dire que la conception de l'insurrection qu'a Van Hegem, c'est la fédération des subjectivités. Il n'y a pas d'opposition entre la revendication de la liberté de l'individu et la construction d'une société égalitaire, évidemment. Pour lui, c'est le même processus. Selon lui, ça commence dès la revendication individuelle. Donc, fédération des subjectivités, on est très proche de toutes les idéologies de la fin du XIXe siècle qui ont amené à la commune, par exemple. Van Hegem récupère vraiment cet héritage intellectuel. Oui, c'est intéressant de rappeler ça, c'est-à-dire que notamment dans son ouvrage de la grève sauvage à l'autogestion généralisée, Van Hegem décrit assez précisément, c'est là où on pourrait un peu l'accuser d'être un peu programmatiste, même si finalement il donne pas le contenu de la société communiste qu'il envisage reste suffisamment large, puisque tout part des désirs subjectifs, collectifs comme individuels. Il explique bien que ce sont ces désirs qui vont façonner la société post-capitaliste. Donc c'est là où peut-être qu'il faudrait mettre un bémol à l'idée que c'était... en tout cas, c'est un programmatisme très souple, disons un programmatisme des désirs, presque. La manière dont il envisage effectivement l'insurrection elle-même, c'est vraiment la fédération des subjectivités, et ces subjectivités qui s'auto-organisent. C'est là le côté un peu formel de Van Hegem, c'est la référence aux conseils ouvriers. Donc c'est l'idée que... Mais peut-être que derrière la formule des conseils ouvriers, même si c'est vrai que là où Van Hegem tranche avec beaucoup aujourd'hui, c'est qu'il dit c'est malgré tout les ouvriers qui ont les moyens de production entre leurs mains, et donc évidemment ils ont un pouvoir que les autres n'ont pas. Globalement, sa perspective reste celui de l'auto-organisation des subjectivités. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est à la fois on se fédère entre différents pôles insurgés, ou des communes après le dépassement du capitalisme. Et en même temps, ces subjectivités fédérées, elles discutent et elles ne discutent pas. Et c'est là où Van Hegem fait une critique de la politique comme sphère de l'auto-organisation, de l'organisation séparée en général, et puis peut-être là de l'auto-organisation séparée, c'est qui dit bien que c'est pas on fait des conseils ouvriers à l'usine et à côté on fait rien et la vie quotidienne continue. Mais en fait, ces assemblées d'auto-organisation, elles ont vocation à discuter de tous les problèmes de la vie, à essayer de faire que tout le monde puisse réaliser un maximum de ses désirs, dans la limite des possibilités, évidemment. Aujourd'hui, des possibilités écologiques, même si lui, il ne les prend peut-être pas assez en compte, encore qu'il les prend quand même partiellement en compte, mais disons des possibilités matérielles. Et un dernier aspect qui est aussi très intéressant chez Van Hegem, c'est qu'à la fois, il donne une dimension
assez importante à l'auto-organisation, à travers sa référence au Conseil ouvrier. Et d'un autre côté, il dit très clairement dans l'ouvrage de la Grèce sauvage à l'autogestion généralisée que tout ce qui peut se régler, d'harmoniser, se passer en termes de transformation des rapports de vie et des rapports sociaux quotidiens en dehors des assemblées, bien sûr, il faut le faire en dehors des assemblées. C'est-à-dire qu'il n'est pas non plus dans un côté formaliste de on va discuter en assemblée de tous nos problèmes, on va les régler en assemblée de tous nos problèmes. Donc là, je trouve qu'il est, c'est ça là où il est assez intéressant, c'est-à-dire qu'il est ni dans un formalisme extrême où tout doit passer par des décisions en assemblée. D'ailleurs, il dit bien, les assemblées, elles sont là pour décider des choses de manière exécutoire. Les assemblées qui sont juste là pour discuter, ça ne sert à rien. Lui, il dit la discussion, ça se fait ailleurs, quoi. Et donc là, il échappe à la fois à un excès de formalisme et en même temps à une idée qu'on pourrait s'en remettre uniquement à, à une spontanéité. Donc il garde quand même un lieu, non pas séparé, mais un lieu distinct, disons, où on va prendre certaines décisions que c'est compliqué de prendre dans le reste de la vie quotidienne. Et oui, ce n'est pas du tout une idéologie assembléiste, puisque, voilà, comme l'explique bien Van Hegem dans l'ouvrage, ce qu'il s'agit de libérer, d'émanciper, c'est la vie quotidienne elle-même. Il y a une citation très célèbre qui a été un graffiti en 68. Une bonne partie d'ailleurs des graffitis 68 les plus connus sont des fois tirés de cet ouvrage, hein, ou d'autres livres de Van Hegem, ne serait-ce que le fameux Vivre sans temps mort, jouir sans entrave. Mais l'autre citation qui est devenue un graffiti très connu, ceux qui parlent de révolution et de lutte des classes sans se référer explicitement à la vie quotidienne, sans comprendre ce qu'il y a de subversif dans l'amour et de positif dans le refus des contraintes, ceux-là ont dans la bouche un cadavre. Donc la séparation de la politique, y compris d'une politique sous la forme comme tu disais, de l'assembléisme. Bon, c'est sûr que c'est pas du tout le projet de Van Hegem. Ce qu'il a changé d'une manière immédiate, c'est nos vies. Sur cet aspect-là, c'est l'inscription de la réflexion sur les avant-gardes, le dépassement de l'art qui est présent chez l'Institut, à la fois chez Debord et bien sûr chez Van Hegem. Il ne cesse de le répéter. L'objectif, selon lui, du prochain projet révolutionnaire de la révolution qui est en cours, c'est de construire la vie quotidienne, de réaliser l'histoire. Donc c'est intégrer tout ce que la critique philosophique, tout ce que la critique de l'art a amené comme analyse et remise en cause de l'aliénation sociale, de l'aliénation capitaliste, et le vivre immédiatement dans les existences concrètes des individus. Et peut-être pour revenir un petit peu en arrière, et je pense que c'est quand même quelque chose qu'on est obligé d'aborder quand on aborde Van Hegem. On a déjà cité quelques phrases, quelques citations assez célèbres de Van Hegem, nous qui désirons sans fin, vivre sans temps mort, jouir sans entrave. Et ce sont des citations qui sont régulièrement utilisées par l'extrême droite ou par une certaine gauche conservatrice, voire réactionnaire, qu'on s'emploie régulièrement à sortir du capitalisme à démonter, qui ferait finalement de Van Hegem et plus généralement des situationnistes, à part parfois Debord qui échappe un peu à leur ire, surtout le vieux Debord, un peu, qui était un petit peu, qui avait un petit peu tourné un peu plus réac que les autres. Et on fait finalement de Van Hegem une espèce de précurseur du néolibéralisme. Presque si on dit, oui, finalement, les pubs aujourd'hui, elles disent ça, vivre sans temps mort, jouir sans entrave. Et je pense qu'il faudrait répondre à cette critique. Et tout d'abord en disant que finalement, toutes ces critiques sont finalement des critiques qui sont elles-mêmes, qui croient elles-mêmes au spectacle. Comme si la publicité réalisait réellement les idées situationnistes de vivre sans temps mort, jouir sans entrave. Or, précisément, ce que la publicité et le spectacle de manière générale ne réalisent pas, et dont elle n'offre que finalement un ersatz, ou effectivement, précisément ne permet pas de réaliser,
c'est justement, effectivement, de vivre, de jouir, et de réaliser ses désirs. La publicité, c'est plutôt comme on l'avait expliqué la publicité et plus généralement le spectacle, comme on l'avait expliqué dans l'émission précédente sur Hack, c'est plutôt partir de la frustration des individus dans cette société et leur faire miroiter une compensation à cette frustration qui n'en sera que reconduite de plus belle. Là aussi, il suffit de relire Vaneghem. La critique de la récupération marchande des désirs aliénés, elle est déjà dans le livre. C'est-à-dire que dès 67, les Situ et Vaneghem en particulier ont très bien compris qu'il y a une manière de juguler ce désir insurrectionnel, c'est de le détourner, de l'exploiter comme une force de production du capital. Et reprocher aux situationnistes, en gros, d'être soi-disant, je sais pas, voilà, les défenseurs... Ou libéraux libertaires. Voilà, ça c'est des positions assez tristes. Parce que c'est de toute façon reprocher à des révolutionnaires de ne pas d'avoir perdu, c'est-à-dire de ne pas avoir gagné leur révolution, et d'avoir ou inconsciemment ou même perversement, volontairement, voulu la réaction. De certaine manière, dire que 68 a produit l'hédonisme capitaliste des années 80, c'est comme reprocher à un révolutionnaire de 1789 la restauration, en lui disant « vous avez viré Louis XVI pour mettre un nouveau roi », alors qu'il ne voulait pas mettre un nouveau roi. Voilà. C'est aussi absurde. Il y a eu une lutte politique, une révolutionnaire, qui a été perdue, et puisqu'elle a été perdue, la réaction revient après. Mais ça, c'est vraiment très décevant. D'autant plus, bon, tu sais que le concept de libéral-libertaire, c'est un concept hyper critiquable. Ouais, qui est chez Kluskar qui était au PCF, voilà. Sur des positions très problématiques politiquement. Vraiment, c'est un plagiat et de Vaneghem et de Baudrillard, hein, le travail de Kluskar sur le capitalisme de la séduction. L'essence même de cette critique-là, elle est déjà chez ces deux auteurs. Elle est chez ces deux auteurs 10-15 ans avant lui. Sauf qu'elle est du coup reformulée de manière réactionnaire. Mais oui, c'est une récupération réactionnaire de la théorie et de Vaneghem et de Baudrillard sur la société de consommation, en disant finalement tout ça c'est la faute aux Américains. Oui, et la faute à 68. C'est ça. C'est la faute à 68. C'est le même genre de position qu'on a retrouvé dans les années 90 avec un Welbeck. Voilà, bon. C'est réactionnaire. Ou chez un Soral aujourd'hui. Oui, on n'en parle même pas. Mais c'est toujours la critique des réactionnaires qui considèrent que finalement les révolutionnaires voulaient... la modernisation du capitalisme. Voilà. C'est ça. Bon, c'est complètement absurde. C'est oublier ce que les gens qui ont lutté, que ce soit par exemple pendant la Révolution française, pendant la Révolution russe, ou dans un autre contexte, évidemment avec une autre situation sociale en 68, tout ce qu'ils ont payé de cet engagement. Les gens qui ont eu, évidemment, leur vie brisée, etc., ou leur vie personnelle, sentimentale, sociale, du fait de leur engagement. Ça a coûté très cher à beaucoup de gens, comme ça a coûté cher à ceux qui sont engagés en Espagne. Voilà. Considérer que ces gens-là qui ont lutté pour ce changement de société voulaient finalement, comme tu dis, la modernisation du capitalisme, c'est vraiment indécent. Oui, c'est indécent, et en plus c'est complètement faux, puisque précisément la critique situationniste est une critique implacable de la société, des sociétés passées. En même temps, une critique implacable de la société des 30 Glorieuses, en voie de modernisation, du spectacle, de la publicité. Et là où la critique réactionnaire se trompe complètement, c'est d'opposer le bon Guy Debord, qui lui avait compris que le spectacle, récupérer les élans de la jeunesse et tout ça, à Vaneghem qui serait complètement stupide et qui finalement serait allé dans le sens du capitalisme. Alors même que lorsqu'il faisait partie de l'international situationniste dans les années 60, après peut-être Debord est plus ambigu, surtout dans les années 80, mais globalement, ils font une critique implacable, tous les deux, de fausse jouissance, du faux plaisir
du faux hédonisme de la société capitaliste, et au contraire, il critique le spectacle comme étant quelque chose qui empêche la réalisation des désirs individuels et collectifs. Et précisément, ce n'est uniquement qu'en abolissant le capitalisme, la société marchande, le spectacle, que ces désirs pourront être réalisés. Donc en fait, ce que Vaneigem dit dans ses textes des années 60-70, c'est exactement l'inverse de ce que de tous ces réactionnaires de tout poil, de gauche ou de droite, lui ont fait dire à partir de quelques citations qui ont pu être récupérées par le capitalisme. Mais on ne va pas accuser non plus Simone de Beauvoir de permettre le renouvellement de certaines marchandises. Tout ça parce qu'on a repris dans une enseigne publicitaire on ne naît pas femme, on le devient chaque jour en achetant des fringues chez Ah ouais, machin. ils ont osé faire ça, j'étais pas au courant. Voilà, ils ont osé faire ça, effectivement. Oui, mais même sur Debord, moi je serais peut-être un peu plus mitigé que toi là-dessus, parce que bon, la lecture qu'on fait de une soi-disant lecture réactionnaire de Debord, c'est une falsification entière. C'est surtout que la pensée de Debord a été reconnue, ne serait-ce que littérairement. Donc aujourd'hui, il est incontournable, il faut se positionner. Et l'extrême droite fait toujours la même chose. Quand elle ne peut ni ignorer ni insulter, elle fait semblant de récupérer. Et bon, elle fait ça sur Debord comme elle a fait sur d'autres, comme elle l'a fait sur Marx à un moment. Bon. Oui, elle récupère, disons, ce qui est récupérable, mais elle n'arrive pas à récupérer l'essentiel, effectivement. Oui, et ceux que des fois les contraint de faire semblant de récupérer, on va dire, oui. si tu veux, dans une lutte idéologique contemporaine. Il faut voir ce que Debord a pris comme crachat, là aussi, par les réactionnaires, jusqu'aux années 80, y compris. Hein. Oui, donc, là aussi, c'est une vague mode, bon, comme il peut y avoir dans l'extrême droite. Pour revenir un peu plus sur la pensée de Vaneigem dans cet ouvrage, comme je disais un peu précédemment, cette idée de la fédération des subjectivités et aussi l'enfant, le produit des avant-gardes, des avant-gardes artistiques, puisque à partir des situationnistes, l'idée centrale, c'est d'ailleurs ça c'est une des thèses de Vaneigem lui-même, l'œuvre d'art à venir, c'est la construction d'une vie passionnante. Donc, s'il y a un objectif esthétique encore dans les années 60, si la question de la production sensible a encore un sens, c'est la production de la vie elle-même, la révolution de la vie. L'œuvre d'art qu'il s'agit de faire aujourd'hui, c'est la révolution. Ça, c'est un point sur lequel les situationnistes sont tous d'accord, et Vaneigem le défend particulièrement dans cet ouvrage. C'est vraiment ce moment très important des années 60 où finalement ce qu'a voulu faire le mouvement révolutionnaire de l'après-guerre jusqu'aux années 30, de 1917 à 1936, et ce qui a été rêvé au même moment par les dadaïstes et les surréalistes, deviennent un projet politique unifié. Et ce projet politique, c'est entre autres la révolution de la vie quotidienne qu'appellent les situationnistes et qui donne 68. Une révolution de la vie quotidienne qui permettrait la libération de la créativité du sujet, une créativité qui n'est plus exploité par le capital, comme tu disais précédemment, qui n'est plus réapproprié en fonction du capitalisme, puisque non seulement le capitalisme frustre les désirs de créativité des individus en lui donnant comme seul objectif le fait de produire et de reproduire du capital, donc c'est une créativité évidemment illusoire. Hein. Mais ce qui est assez intéressant aussi dans l'ouvrage de Raoul Vaneigem et donc dans la philosophie de Vaneigem, c'est l'idée vraiment de construction de la vie quotidienne. C'est-à-dire que il pense à la fois en très très court de l'insurrection, qui a pu être comme tentative en tout cas mai 68. Il pense la lutte révolutionnaire dans ce qu'elle pourrait avoir de temps un peu à moyen terme, tel qu'ont pu le vivre les Espagnols
insurgés de 1936 et les références à l'Espagne voilà, est très présente sur cet aspect-là. C'est une sorte d'exemple de révolution concrète pour eux. Mais il y a aussi l'idée de la construction dans un temps long de ce que serait une société d'émancipation, une société structurée sur les désirs de chacun et de tous. Ce qui me semble particulièrement intéressant dans la passée de Vaneigem, puisque on n'est ni dans le culte de la rupture politique radicale qui casse l'histoire en deux, ce qui pourrait amener à une sorte de Fin de l'histoire. fin de l'histoire ou de fétichisme de l'insurrection ou Oui, le grand soir, l'Uchronie du grand soir. oui, ou même un des problèmes qu'on peut trouver dans certains courants de l'insurrectionnalisme aussi. On a envie de dire l'insurrection et après, que faire après? Et en même temps, évidemment, on n'est pas dans la pensée de réformiste, puisque ce qu'est capable de faire la classe ouvrière, selon Vaneigem, c'est un véritable détournement des usines, détournement de l'appareil productif capitaliste, détourné afin de construire la révolution et construire cette société post-révolutionnaire dans le même acte. D'où l'aspect vraiment central de la classe ouvrière encore pour Vaneigem et aussi pour Debord, ce qui l'éloigne également d'un penseur, je pense qu'on a un peu trop surévalué dans l'influence sur 68, à savoir Marcuse. Marcuse est très pessimiste sur les possibilités révolutionnaires du mouvement ouvrier, peut-être parce qu'il les voit depuis les États-Unis, depuis la Californie, mais depuis la Belgique insurgée et la France qui va pas tarder à se rebeller. Et sans parler d'Italie. Sans parler de l'Italie qui arrive peu après. Debord et Vaneigem vraiment rappellent la position centrale de la classe ouvrière en tant que classe productive. Elle est à même de faire la critique la plus radicale du travail. Ça, c'est vraiment l'un des aspects qui a aussi sûrement séduit le mouvement de 68 et qui fait que j'ai l'impression que l'importance de Marcuse dans le 68 français est peut-être plus là aussi une déformation a posteriori, ce qui évidemment ne réfute pas l'intérêt pour la pensée de Marcuse, son importance dans l'histoire évidemment de l'école de Francfort et ce que va devenir la philosophie allemande à partir des années 60-70, mais qui explique aussi peut-être le succès de cet ouvrage pendant la révolte de mai. Oui, et pour revenir à la question du détournement des moyens de production, c'est amusant que Vaneigem utilise ce concept. Je le trouvais relativement intéressant parce qu'il permet d'éviter le concept de réappropriation qui est un peu trop positif. Alors même si Vaneigem est un peu ambigu sur la question des moyens de production, il n'est pas complètement encore sorti de l'idée que les moyens de production sont relativement neutres et tout ça, ou sont positifs. Et d'un autre côté, il dit bien quand même dans de la grève sauvage à l'autogestion généralisée qu'évidemment, il faut en finir avec l'agriculture chimique, voilà, et avec tout un tas d'autres types d'industries nuisibles. Et donc son concept de détournement me paraît intéressant, même si peut-être que à l'aune d'une critique un peu plus écologiste du capitalisme d'aujourd'hui, et même d'une critique de l'industrie et de la technologie capitaliste, puisque toutes les technologies et l'infrastructure industrielle sont marquées par l'empreinte du capital et ses exigences depuis 2 siècles. Et je renvoie là-dessus à notamment un texte de Bruno Astaran qui s'appelle Activité de crise et communisation, où il répond à cette idée voilà, qu'on pourrait simplement se réapproprier les moyens de production capitalistes. Mais en tout cas, c'est vrai qu'en tout cas, dans cette idée de détournement, il y a des choses intéressantes, puisque en fait, je pense que dans ce qui est intéressant avec l'idée de Vaneigem, c'est que je pense qu'il se fait un peu des illusions sur le fait qu'on pourra même détourner des usines automatisées, parce que à mon avis c'est un peu plus compliqué que ça. Mais en tout cas l'idée de détournement est intéressante parce que on verra bien ce qui est détournable. Et des choses qui sont manifestement pas détournables dans l'optique. Par exemple, on peut pas détourner une centrale nucléaire si l'objectif c'est d'avoir une vie réalisée, une vie pleine et désirante. Ça paraît compliqué de en même temps gérer une centrale nucléaire.
Je voulais revenir aussi sur un autre aspect qui me semblait intéressant chez Van Eyck. C'était une critique qu'on a pu lui faire. Je pense que c'est important aussi de répondre un peu aux critiques qu'on peut lui faire. Donc là, on a examiné celle de la technologie, puis avant, celle du libéralisme libertaire et tout ça. Ce serait un peu l'idée, et qu'on trouve un peu chez Debord, où il y a un peu un faux qui s'opposerait à un vrai. Il y aurait un peu la subjectivité authentique qui s'opposerait à la subjectivité aliénée. Moi, je tranche pas trop, j'en suis pas capable de trancher sur à quel point est-ce que ce reproche de vitalisme, de opposition vie bonne, vie mauvaise est valable pour les situationnistes Van Eyck ou Debord. Mais en tout cas, ce qui me semble intéressant dans la critique situationniste, à mon avis, c'est pas tant une opposition d'une vie qui serait essentiellement bonne qui s'opposerait à une vie essentiellement mauvaise, mais c'est avant tout une critique de ce que la société capitaliste et la société de domination sociale nous impose de manière générale, en ce qu'elle limite toutes nos possibilités et elle restreint notre existence, effectivement, le fait d'enfiler des rôles, des masques de caractère à tour de rôle, avec tout ce que ça a de frustrant et de répressif. Et les situationnistes contre ça, à mon sens, ne disent pas à cette vie unique, unidimensionnelle, mauvaise, frustrante et qui fait souffrir, il faudrait opposer cette vie qui serait unidimensionnellement bonne, essentiellement bonne. Ils ne proposent pas de modèle, ils disent simplement, presque, évidemment ça n'a rien à voir avec l'existentialisme, mais ça me fait quand même penser à l'idée justement que ce qu'il faut permettre, c'est non pas un tel type de désir fait qui se réalise de telle façon, c'est que chaque subjectivité puisse avoir ses désirs propres et puisse les réaliser de manière propre. Et évidemment, le programme des situationnistes, c'est pas d'opposer à la télévision le fait qu'on fasse tous, je sais pas moi, l'amour entre 14h et 14h30. Ah non, ça c'est la révolution culturelle, tu sais. Il y avait des plages d'horaires, hein. Quand est-ce que les couples avaient le droit de faire l'amour et quand est-ce qu'ils devaient militer pour le grand timonier. Ça, voilà, là on a la critique. C'est véridique. Hein. Non, évidemment pas. Ça, cette opposition entre vie aliénée, vie bonne, en pensant la vie bonne, évidemment d'une façon unique et unilatérale. Bon, là aussi, c'est un peu comme ce que je disais pour l'extrême droite. J'aimerais bien qu'on me trouve le passage, tu vois, où c'est dit, parce que c'est évidemment pas dit, puisque la position elle est exactement inverse. Si c'est l'idée de la fédération des subjectivités désirantes et l'idée que l'émancipation se fait en même temps par chacun et par tous, reprenant la fameuse expression de Marx et d'Engels dans le manifeste du Parti communiste, l'émancipation de chacun est la condition de l'émancipation de tous. Évidemment, ça ne produit pas un système normatif de vie. C'est au contraire de la production de la multiplicité, hein, de chaque sujet produisant d'une façon créative sa particularité. Et cette mise en connexion, en communication de ces particularités fédérées, qui est le phénomène révolutionnaire lui-même. Donc voilà, cette conception, cette lecture normative de la problématique du désir est pour le coup un contresens total. Oui, en fait, c'est pour ça que l'accusation finalement d'un vitalisme chez Van Eyck, même si c'est vrai qu'elle est peut-être pas complètement à balayer, mais d'un autre côté, il faut bien du coup se mettre d'accord sur ce que ça veut dire que le vitalisme. En tout cas, c'est clairement pas quelque chose qui est de l'ordre du normatif ou de l'essentialisme. C'est c'est dire simplement que effectivement c'est vitaliste dans le sens de il faut que la vie puisse s'accomplir, s'épanouir, mais là où ce n'est pas vitaliste, c'est précisément qu'on ne donne pas de contenu particulier à cette vie. On dit simplement qu'elle puisse s'épanouir de 1000 manières possibles, et finalement ce n'est même plus la vie, c'est les vies de chaque subjectivité qui s'épanouissent de manière différente. Et donc on est là face à une multiplicité
comme tu l'as bien dit, des désirs, des créativités, des plaisirs, des trajectoires subjectives qui s'opposent complètement au caractère unidimensionnel et essentialiste de la société actuelle. Puisque dans la société actuelle, finalement, on peut dire c'est une société hyper essentialiste, c'est-à-dire que on doit être travailleur, tatati tatata, et on doit se conformer à ces essences qui, si elles peuvent changer un peu dans leur contenu, n'en reste pas toujours l'essence de travailleur, même si on peut changer de travail, globalement c'est toujours de produire des marchandises de manière rentable, etc. Évidemment que ce que propose Vaneigem, c'est pas un culte de la vie. Un culte de la vie, c'est encore un culte, donc c'est encore une église à venir. Non, la pensée du vivant chez Vaneigem, c'est la pensée des déterminations de l'individu, les déterminations qui l'empêchent de s'émanciper. Et si on étudie les déterminations de l'individu, évidemment, on commence à analyser le caractère matériel, vivant, biologique, le fait que les corps qui s'émancipent, ce sont des corps vivants, quoi. Donc, c'est quand il y a une idée de subjectivité radicale à même la vie, c'est l'idée de retrouver en soi ce qui, en soi, et dans le soi individuel et le soi collectif, ce qui est exploité par le capitalisme pour pouvoir l'émanciper. Or, ce sont des corps. Les individus, ce sont avant tout des corps. Il y a une citation que j'aime beaucoup, qui est au début de l'ouvrage, quand il dit « Le parti pris de la vie est un parti pris politique ». Donc c'est vraiment la question de la politisation de nos rapports à la fois affectifs, émotionnels, de notre corporéité, ce qui évidemment touche à la question de notre inscription dans la nature, ouvre aux écologies radicales qui vont apparaître peu après. Là, je pense que c'est vraiment l'un des points particulièrement importants de la pensée de Raoul Vaneigem. Et ça, c'est vraiment une prise de conscience qui est aussi historiquement marquée par rapport à cette apparition de la société de consommation en France dont on a parlé précédemment, puisqu'il prolonge le parti pris de la vie est un parti pris politique. Nous ne voulons pas d'un monde où la garantie de ne pas mourir de faim s'échange contre le risque de mourir d'ennui. Ce qu'il s'agit de créer, c'est évidemment une société qui dépasse la survie, la simple survie que produit le capitalisme, et la survie notamment des corps qui peuvent être vaguement organisés d'une manière cybernétique. Il y a déjà une critique de la cybernétique chez Vaneigem par la société de consommation, mais qui produit concrètement une vie où l'on meurt d'ennui. C'est dépasser la survie pour construire véritablement des vies, et des vies, comme tu dis, qui sont forcément au pluriel, puisque ce sont des fédérations de subjectivité et de groupes et de communes en lutte. Et d'ailleurs, dans la dernière phrase de son toast aux ouvriers révolutionnaires, qui est la postface à cet ouvrage, d'octobre 1972, Vaneigem finit « Pour un monde de jouissance à gagner, nous n'avons à perdre que l'ennui ». Donc il y a une référence au fait que les ouvriers n'ont rien à perdre si ce n'est leur chaîne, et qu'ils ont un monde à gagner. Et peut-être qu'on va passer assez rapidement sur cette partie, qui est qu'est-ce que concrètement Vaneigem appelle par le dépassement de la société marchande. Mais pour aller pour y aller très brièvement, il faut quand même dire que même si on peut trouver du point de vue de la communisation, de la critique de la valeur, des choses à redire sur ce que Vaneigem disait il y a 50 ans, globalement, de la grève sauvage à l'autogestion généralisée, Vaneigem est très clair sur l'abolition du travail, du salariat, de la propriété privée, de la marchandise, de l'État aussi, ça c'est très clair, il n'y a pas de dictature, il y a même du prolétariat, il n'y a pas de transition, on est vraiment sur une société qui est immédiatement communiste libertaire, qui permet à chacun de réaliser d'abord ses besoins élémentaires et dès que c'est possible, ses désirs. Et c'est une société, donc la société à laquelle aspire Vaneigem, de manière semi-programmatiste, on va dire, c'est une société qui correspond pleinement à ce qu'on pourrait appeler une société post-capitaliste, une société qui serait sortie du capitalisme. Vaneigem ne me semble pas, dans cet ouvrage en tout cas, peut-être que c'est pas la théorie
du capitalisme et de son dépassement la plus aboutie, mais en tout cas, on peut pas le ranger au même rang qu'aujourd'hui Bernard Friot, Lordon ou d'autres anticapitalismes tronqués. Et même s'il faut le relire avec des lunettes critiques Et historique. et historiques, voilà, il faut aussi prendre conscience que c'est dans un contexte où on n'a pas le recul de 50 ans de théorie communiste et de critique de la valeur. Voilà, ça reste des textes très intéressants encore pour aujourd'hui, donc aussi bien le traité de savoir-vivre à l'usage des jeunes générations que de la grève sauvage à l'autogestion généralisée. Donc on vous invite, après avoir écouté cette longue émission, à lire ces deux ouvrages, peut-être en commençant par De la grève sauvage à l'autogestion généralisée, ou si vous aimez davantage la littérature que les manifestes politiques, et ben commencez par le traité de savoir-vivre à l'usage des jeunes générations, dont nous fêtons, je ne sais pas si ça se fête, mais le 50e anniversaire de sa parution. Et bien donc, merci Pierre-Ulysse Barranc de nous avoir parlé de cet ouvrage et de nous avoir éclairé sur à la fois ce qu'il dit, ce qu'il disait à l'époque, pourquoi est-ce qu'il a été écrit, comment est-ce qu'il a été écrit, et comment est-ce qu'il s'insère aujourd'hui, comment est-ce qu'il s'actualise, et quelles en sont les mauvaises lectures, puisqu'on en a parlé d'un certain nombre de mauvaises lectures. Voilà, merci. Merci. Sans doute, l'arme de la critique ne peut-elle remplacer la critique des armes. La puissance matérielle ne peut être abattue que par la puissance matérielle, mais la théorie aussi, dès qu'elle s'empare des masses, devient une puissance matérielle. Nous reconnaissons notre vieil ennemi, la marchandise, le travail marchandise, la société marchande, le capitalisme. Mais la critique le découvre comme inséparable de l'État moderne. Une société raciste n'est pas la collection composite de groupes hétérogènes, mais fonctionne suivant un système de relations entre groupes de pouvoir inégal. Non, la race n'existe pas. Si, la race existe. Non, certes, elle n'est pas ce qu'on dit qu'elle est, mais elle est néanmoins la plus tangible, réelle, brutale des réalités.